Donc, bonjour à tous et toutes. On est ravis d'ouvrir cette quatrième édition des rencontres sciences humaines et sociales en médecine génomique. C'est un événement qui maintenant est récurrent dans le paysage des réflexions autour du lien entre sciences humaines et sociales et génomique. Et grâce au plan France Médecine Génomique, nous avons ces moments où nous nous retrouvons et nous pouvons réfléchir en présentiel et à distance. Donc merci beaucoup pour votre présence sur ces 2 journées. Et je vais laisser la parole à Anna Gradia pour nous présenter cet espace où vous êtes, qui est l'espace éthique. Bonjour à tous, Anna Grazia Altavilla. Je remplace Perrine qui est absente pour l'imprévu, mais reviendra de suite. Bienvenue à l'espace éthique PACA Corse. Comme vous le savez, l'espace éthique, c'est un centre pluridisciplinaire de recherche, de formation, de débat public, d'échanges interdisciplinaires créé par la loi de bioéthique et dirigé par le professeur Pierre Lecause. L'espace éthique travaille en collaboration avec l'unité mixte des recherches ADES et il est coordonné par le docteur Perry Malzac pour la partie marseillaise. Donc, je suis ravie que vous êtes là du fait que c'est le lieu pour que des échanges pluridisciplinaires aient lieu. Et j'espère que ces journées seront riches. Nous avons 4 tables rondes après une introduction. Peut-être, oui, Sandrine, tu introduis. Juste pour vous dire, on a été sollicité par le plan France Médecine Génomique, donc Perrine Malzac pour ADES Espace Éthique et moi-même du laboratoire du CESTIM, équipe INSERM, sous équipe Calypso, qui est une équipe qui travaille sur prévention et cancer particulièrement. Et donc, je suis heureuse avec Julia Tinlan ici présente, d'avoir co-organisé avec vous, avec certains d'entre vous, ces journées. Et donc, on va avoir différents moments dans la journée. Vous avez le programme. Tout d'abord, un moment sur le plan France Médecine Génomique pour un peu savoir où on en est et les différentes étapes de ces dernières années. Ensuite, nous aurons des sessions de communication qui ont été sélectionnées après un appel à communication. Et nous enchaînerons, après la pause, par la première table ronde sur un regard croisé sur la production des données de prescription des tests génétiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'énormément de tests génétiques sont effectivement d'abord utilisés dans le cadre de la recherche et qu'effectivement, ce passage à la prescription, ce passage à la clinique, nécessite certaines adaptations et donc ce sera le débat pendant cette table ronde. Dans la deuxième journée, nous aurons 3 tables rondes. La première dédiée à la temporalité dans les parcours de soins, avec une introduction sur le dialogue public sur la médecine génomique. Une deuxième table ronde sur les patients en attente, avec des exemples tirés, avec des interventions de patients et avec des exemples tirés des cas de leucémie lymphoïde chronique. Et enfin, nous aurons une table ronde sur l'enfant et médecine génomique qui sera ciblée sur la participation des enfants aux décisions en santé, quels sont les principes et les pratiques qui pourront être appliqués dans la médecine génomique. Voilà, donc on lance le go pour l'ouverture de ces journées. Et je vais donner la parole à d'abord Frédéric Novak et puis ensuite Cécile Mesli. Merci à vous tous. Donc merci déjà à l'espace éthique de nous accueillir ici. Merci au comité d'organisation de nous avoir concocté ce beau programme. Et c'est important pour nous d'avoir ces rendez-vous annuels autour des sciences humaines et sociales. Et puis merci aussi à Lucie, là, qui est cachée. Lucie Morillon, qui sans elle, cette journée ne se serait pas faite. Voilà, et merci à tous. Donc, on voudrait commencer par faire un point d'actualité sur le plan. Donc, juste pour vous rappeler le contexte et vous dire que le plan France Médecine Génomique, quand il a été lancé en 2016 pour mettre à disposition le séquençage du génome complet en pratique clinique, il n'est pas démarré de zéro. Il s'est inscrit dans un écosystème qui s'était mis en place depuis très longtemps, à la fois pour les maladies rares et pour les cancers,
à travers pour les cancers, avec les plans cancer successifs et puis maintenant la stratégie décennale qui avait permis de mettre en place les plateformes de génétique moléculaire, le dispositif donc génétique, la structuration de la recherche clinique de phase précoce avec les CLIP et puis le transfert des données avec le dossier communicant en cancérologie. Et puis du côté des maladies rares, les plans nationaux maladies rares successifs dont le 4e vient d'être publié et qui ont permis, eux, de mettre en place les laboratoires de diagnostic, toute la structuration autour des centres de référence et de compétences, la filière de santé maladies rares et la base nationale de données maladies rares. Donc voilà, donc le plan France Médecine Génomique, vraiment, il s'inscrit dans tout cet écosystème et s'articule et s'appuie aussi sur toutes ces infrastructures. Donc, où en est-on aujourd'hui? En fait, on a structuré un parcours de soins qui va de la consultation initiale du patient jusqu'avec le séquençage, le transfert des prélèvements au laboratoire de séquençage, d'interprétation clinico-biologique et le rendu des résultats aux patients. On a 2 laboratoires de séquençage qui sont opérationnels, vous les connaissez tous, Sequoia à Paris, Oragène à Lyon, et avec, pour assurer une équité d'accès sur le territoire, la carte qui est coupée en 2, donc avec les patients qui habitent dans le nord et l'ouest de la France ont leur prélèvement séquencé à Sequoia, et puis les patients qui habitent dans l'est et la partie sud de la France et dans les départements et régions d'outre-mer ont leur prélèvement séquencé sur Oragène. 77 préindications cliniques ont été validées. Alors, ce n'est pas 67, en fait, c'est 63 pour les maladies rares, 3 pour l'oncogénétique, 9 pour les cancers, avec une estimation cible d'environ 30 000 prescriptions chaque année. Et puis, un mécanisme de réutilisation des données pour la recherche avec la mise en place du CAD, le collecteur analyseur de données, que Cécile va vous présenter. Donc le parcours de soins, en fait, ça a été mis en place depuis le début et puis il a été adapté au fur et à mesure en fonction à la fois des lois de bioéthique, par exemple, avec la possibilité désormais de prescrire des examens par les conseillers en génétique et également chez des patients décédés. On a régulièrement des nouvelles préindications qui ont été validées et on a une 5e vague qui est en cours de validation. Pour les préindications de cancérologie, s'est mis en place le déploiement progressif d'utilisation de prélèvements fixés au formol et inclus en paraffine afin de faciliter la prescription pour les patients atteints de cancer. Et pour les 2 laboratoires, récemment, l'installation de 2 nouveaux types de séquenceurs qui ont permis à la fois d'augmenter les capacités. Et puis, on est assisté depuis maintenant quelques années par des chargés de parcours génomique. Et l'année dernière, on a eu la prolongation par la DGOS de ces financements, au moins jusqu'à la fin du PFMG et pendant toute la période de transition. Donc voilà, c'est un parcours de soins qui n'est pas statique et qui évolue au fur et à mesure. Donc, en termes de données d'activité, donc au 31 décembre 2024, en fait, il y a eu 41 000 prescriptions qui ont été validées en RCP, ce qui correspond à environ 100 000 personnes, parce que pour les maladies rares, on est principalement en trio. Et puis, au total, on a 27 500 comptes rendus qui ont été remis aux prescripteurs. Donc, on commence à avoir des chiffres qui sont significatifs. Sur le graphique, en haut en bas et à gauche, vous avez le nombre de prescriptions, l'évolution du nombre de prescriptions chaque année. Donc vous voyez qu'on a une augmentation d'activité qui est très régulière depuis le début du séquençage en 2020, avec plus de 14 000 prescriptions qui ont été effectuées, toutes préindications confondues. En revanche, quand on regarde la distribution entre maladies rares et cancers, on a plus de 80% de ces prescriptions qui correspondent aux maladies rares, qui sont dans le champ des maladies rares. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui était attendu. Donc, on a clairement un retard des prescriptions dans le champ de la cancérologie. Et puis, sur le dernier graphique, en bas et à droite, vous avez l'évolution du nombre de comptes rendus qui, lui aussi, augmente de façon très régulière et de façon très significative, avec 11 400 comptes rendus qui ont été remis aux prescripteurs l'année dernière.
Alors, on a aussi des projets pilotes qui sont menés dans le cadre de la recherche, qui avaient été mis en place au départ pour permettre de lever tous les verrous, qu'ils soient organisationnels, réglementaires ou d'ordre plus technologique. Et donc, ces projets continuent à avancer. Donc, DEFIDIAC, dans le champ de la déficience intellectuelle, il y a eu 1275 trios qui ont été inclus. Et donc là, les analyses sont en cours et un papier a été soumis et en cours de révision. Et puis, on a des projets ancillaires de sciences humaines et sociales qui sont accrochés à ce projet-là. Vous avez également le projet Multisarc, donc pour les sarcomes des tissus mous, qui lui aussi a terminé les inclusions avec 439 patients qui ont été randomisés et 10 thérapies ciblées qui sont disponibles dans l'essai dans les bras thérapeutiques. Donc là aussi, il y a un article qui est en cours de préparation. On a le projet PopGen en population générale, dont l'objectif est de fournir une référence sur les fréquences des variants génétiques dans la population française et qui s'appuie sur la cohorte Constance en population, qui est une cohorte en population générale, cohorte d'ampleur nationale. Et donc ce projet a recruté 10 250 participants de cette cohorte. 9 772 de ces participants ont eu un génotypage et parmi ces participants avec génotypage, 4000 participants ont eu un séquençage du génome complet. Donc toutes les analyses sont terminées et on est cette fois-ci dans les analyses bioinformatiques. Et puis enfin le dernier projet qui est glucogène pour les formes atypiques de diabète, lui a commencé un peu plus tard. Et les inclusions sont encore en cours avec 149 patients inclus. Voilà. Et donc les données de ces projets sont également réutilisables au CAD, sont transférées au CAD et réutilisables pour la recherche. Donc on a au niveau du PFMG un certain nombre de collaborations internationales. Donc on a des accords de collaboration qui sont signés avec d'autres initiatives nationales de médecine génomique. Donc là, clairement, l'objectif, c'est le partage d'expériences et de bonnes pratiques parce qu'on est tous confrontés aux mêmes difficultés. Donc on en a eu en 2018 la signature avec Genomics England, puis avec nos collègues de Suède et du Danemark. Et puis là, au début du mois de juillet, un accord de collaboration va être signé avec la Hardwig Medical Foundation, qui est dans le champ de la cancérologie. Et on devrait signer en septembre un accord de collaboration avec le NHS Genomic Medicine Service, qui est donc Genomics England, c'était le projet pilote dans le cadre de la recherche. Et le NHS Genomic Medicine Service, c'est la mise en pratique vraiment clinique de la médecine génomique en Angleterre. Et puis la France est également très active au niveau européen avec l'initiative One Plus Million Genome. Donc là, l'objectif, c'est de permettre un accès sécurisé et le partage des données génomiques avec une réutilisation à la fois pour la recherche de soins et les politiques de santé. Donc cette initiative est assez complexe avec comme une espèce de gros puzzle où plusieurs axes sont mis en place en parallèle. Un qui définit la gouvernance du partage des données. On a aussi beaucoup de travaux pour définir ce qu'ils appellent le cadre de confiance, c'est-à-dire tous les aspects LC de ce programme. Et puis après, deux projets plus spécifiques. Le premier qui a pour objectif de construire l'infrastructure fédérée, donc Genomic Data Infrastructure. Et puis le second pour faire un catalogue de données en population générale, un catalogue de référence qui s'appelle Genome of Europe. Donc dans tous ces projets, la France est présente au travers du PFMG et du CAD et également du CEA, du CNRJH. Et puis en marge de One Million Genome, on est aussi impliqué dans des projets européens qui s'appuient aussi sur One Million Genome pour le partage des données. Dans le champ de la cancérologie, c'est le projet CANIL qui maintenant est terminé et on va maintenant être impliqué dans un projet européen qui vient d'être sélectionné, qui est la suite, qui est la Joint Action Cancer Personalized Medicine. Et puis pour les maladies rares, le projet RDRA pour lequel l'INSERM est le coordonnateur européen.
Donc si on fait un bilan après quasiment 9 ans maintenant du lancement du PFMG, on peut dire que l'intégration du séquençage dans le système de soins en France est opérationnelle, que ce soit pour les maladies rares et les cancers. Il y a un article qui a été publié en tout début de cette année qui présente les premiers résultats du PFMG, pour lequel on était très content de sa publication et aussi du fait qu'il rassemblait plus de 1000 contributeurs et qui montre bien l'aspect collaboratif de ce projet. Et néanmoins, il reste un nombre d'enjeux qui est assez élevé et je vous en ai mis là que quelques-uns. Tout d'abord, le faible nombre de prescriptions pour les patients atteints de cancer. Il y a aussi un enjeu fort autour de l'interprétation clinico-biologique et le délai du résultat, de rendu des résultats pour les maladies rares, mais aussi pour les cancers. Le parcours de soins que je vous ai montré, qui reste complexe et pour lequel il reste encore des adaptations à faire. On ne rend pas dans le cadre du plan France Médecine Génomique les découvertes incidentes. On attendait les travaux de l'Agence de biomédecine. Et donc, quand ça va se mettre en place, ça va avoir un fort impact sur l'organisation. On a l'évaluation médico-économique avec le projet Sécogène, qui a un projet d'ampleur qui avance bien, mais voilà, qui est complexe et le plan est quelque chose de complexe à évaluer. On a tout l'enjeu sur le partage des données et également sur l'implication des patients et des citoyens sur lequel on peut mieux faire. Donc, mais comme vous le savez, on est en 2025, donc qu'est-il prévu au-delà de 2025 ? En fait, le plan ne va pas s'arrêter. On va clairement vers l'implémentation. Alors, j'ai mis du plan France Médecine Génomique 2030 ou 2035. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va s'appeler plan France Médecine Génomique et ni quelle sera sa durée. En tout cas, il est prévu que le plan continue d'une façon ou d'une autre. Et donc cette année, il va y avoir un double travail qui va être mené. Tout d'abord, une évaluation du plan France Médecine Génomique par des inspections, à la fois par l'IGAS et par l'IGESR. Et puis, des personnalités qualifiées ont été nommées et vont mettre en place des groupes de travail pour préparer la seconde phase du plan. Donc ça, ce sont des travaux qui sont vraiment en phase au tout démarrage. Et ça va commencer en deuxième partie de cette année. Mais déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une suite au plan. En tout cas, ça devrait se passer comme ça. Et je vais passer maintenant la parole à Cécile, qui va vous parler plutôt du CAD. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cécile Mélier, je suis juriste en droit de la santé, de la recherche et de la bioéthique au CAD, donc l'infrastructure qui permet la réutilisation des données qui sont produites pour le plan, donc pour le soin et par le biais des projets pilotes. Le principe, justement, c'est un continuum qui permet au bénéfice du patient d'utiliser les données du soin, de les mettre à disposition pour une réutilisation au niveau de la recherche et que les découvertes de la recherche reviennent au bénéfice du patient derrière. Donc, c'est un principe que Frédéric vient de vous expliquer sur cette partie-là. L'idée, justement, c'est de créer un guichet unique au niveau du CAD qui permet l'accès à toutes les données pour la réutilisation et de créer justement un catalogue d'outils bioinformatiques qui permettent la réanalyse de ces données, aussi bien des données en séquence brute ou analysée, qui permettent de pousser un peu plus loin. Et justement, de mettre à disposition les données, à la fois les données génétiques, génomiques, mais aussi les données cliniques associées pour pouvoir enrichir les analyses qui ont été faites au niveau du soin. Mettre en place, justement, tout le monde sait que c'est très compliqué pour la donnée génomique, où il faut un grand espace pour stocker la donnée, qui a un très gros volume, mais aussi une capacité d'analyse importante. Donc le CAD permet de rassembler ça et aussi de mettre en place une base de données, une base de connaissances, donc appelée CADMOS, qui va permettre de mettre à disposition un catalogue avec les variants d'intérêt pour qu'ils puissent être requêtés par ceux qui le demandent. L'idée, c'est de répondre aux besoins qui ont été définis donc pour le CAD soins et pour le CAD recherche. Donc avec la mise en place d'un service d'annotation, d'interprétation, avec la réannotation, le service d'archivage également au niveau du soin. La constitution de la base de données dont je vous ai parlé pour les variants CADMOS, et au niveau de la recherche, donc mettre en place
des bulles sécurisées avec les jeux de données et les outils pour que les chercheurs puissent réanalyser les données brutes et analysées. L'idée justement, c'est de répondre donc au principe de sens ouverte et de la stratégie nationale, donc avec la préservation des données, l'ouverture des données au maximum et l'organisation avec le stockage pour justement ouvrir au maximum la réutilisation des données au bénéfice. Donc ça, c'est les principes généraux pour le CAD. Cette année, je vais me concentrer un peu plus sur les actions qu'on a un peu plus poussées. Donc, comme vous le savez, le CSE pour la réutilisation des données avait été... le premier mandat avait couru donc, de 2021 à début 2025. Donc, cette année a servi à faire, entre autres, le renouvellement du CSE. Donc, c'était 20 experts donc, sur... des expertises qui ont été déterminées par un groupe de travail. Donc, on a lancé l'appel à candidature fin 2024. On a reçu 34 candidatures. L'idée, justement, c'était de répondre aux différents profils et surtout aux besoins qu'on avait identifiés sur le premier CSE, qui pouvaient être manquants. On a notamment ciblé la partie sur... l'expérience et le savoir patient, qui était un peu moins représenté sur le premier mandat, donc qu'on a poussé au maximum pour le nouveau mandat. On a retenu donc 5 critères pour la sélection. Un critère très basique, savoir si les dossiers qu'on a reçus étaient complets, savoir si justement les expériences qu'on ciblait étaient bien identifiées sur les profils, la motivation, bien sûr, et surtout le fonctionnement en collectif, parce que le premier mandat, justement, c'était des personnes qui avaient participé à la construction du plan et qui fonctionnaient très bien en groupe. Donc l'idée, c'était de retrouver ça sur le second mandat. On n'a pas eu beaucoup de candidatures pour passer pour intégrer le nouveau. Sur les 4, on en a reçu 3 et une des personnes sera quand même expert au besoin. Donc, ils ont pris leur mandat au mois de mars 2025 et ils ont déjà pu évaluer un projet. Donc, l'idée, c'était en même temps, avec ce nouveau CSE, de mettre en place une procédure de demande d'accès qui permettait justement de faire l'accompagnement et la montée en puissance du CAD, qui est encore en train de se structurer et d'intégrer de nouvelles infrastructures pour mettre à disposition la donnée. Et notamment au niveau de l'équipe, avec l'accompagnement des projets de recherche qu'ils ont déposés, on a identifié certains points qui sont encore un peu en difficulté côté équipe de recherche, donc qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus poussé au niveau du CAD. Donc, on a mis en place une procédure qui existait déjà, où on a rajouté des étapes pour pouvoir au mieux accompagner les équipes qui sont, pour certaines, en attente, mais aussi de notre côté, qui ont des projets qui sont encore un peu trop importants pour pouvoir tourner sur l'infrastructure qui est déjà en place au CAD. Donc l'idée, justement, c'est de pouvoir faire un accompagnement pour que les chercheurs puissent être suivis tout au long de leur demande. Donc, au niveau du CAD, on reçoit la demande, on fait une étude de recevabilité. Et la nouvelle étape, justement, c'est l'étude de faisabilité. Elle se fait avant que les dossiers soient envoyés au CSE. Et elle permet en fait de faire une simple analyse de faisabilité pour bien vérifier que la demande telle qu'elle est décrite puisse être effectuée sur l'infrastructure et avec le fonctionnement CAD actuel, et justement pouvoir anticiper le besoin derrière. Avec cette étude de faisabilité, on fait un retour au chercheur qui, du coup, peut compléter sa demande au besoin avant, justement, qu'il décide de le faire passer en CSE. L'évaluation du CSE, donc, qui peut rendre, bien sûr, un avis réservé, donc qui nécessite des ajustements au niveau du dossier.
et un avis défavorable, mais également un avis favorable avec recommandation, où en fait les éléments qui posent encore question ne sont pas des éléments bloquants pour pouvoir continuer. Donc l'idée justement, c'est dans le respect de la réglementation en vigueur, on est obligé de faire un suivi de conformité qu'on peut lancer dès l'acceptation donc au CSE avec le projet de recherche. L'idée, c'est de mettre en place toute la partie conformité par rapport à la protection des données, donc la réponse aux méthodologies de référence ou non, la mise en place d'un contrat, etc. Et justement, toute cette partie post-CSE, elle nécessite un accompagnement de la même façon qu'a pu l'avoir l'étude de faisabilité, donc aussi bien au niveau de la conformité qu'au niveau technique, pour l'accès aux données par les bulles sécurisées, avec par exemple un accompagnement renforcé des équipes de bioinformatique ou des chercheurs pour leur expliquer les modalités d'accès technique par le biais des bulles. Et le fonctionnement qui peut être compliqué à comprendre, notamment parce que l'analyse des données génomiques doit se faire dans un environnement qui doit être complètement clos pour pouvoir répondre à la réglementation. Et la majorité des outils bioinformatiques pour l'analyse des données génomiques fait des interrogations qui fait sortir de l'environnement. Donc ça nécessite d'adapter ces outils. Donc comme je vous l'ai dit, l'intégration de l'étude de faisabilité, c'est à la fois au bénéfice du CAD et au bénéfice du chercheur. Le but justement, c'est d'être capable de dire le projet est intéressant, on peut le faire tourner dès maintenant. On ne peut pas le faire tourner maintenant, mais on pourra le faire tourner. L'idée, justement, c'est d'avoir quelque chose qui est au plus près du fonctionnement, maintenant ou un peu plus tard, mais d'être certain d'avoir quelque chose qui est vraiment ancré dans ce qui sera disponible. Cette année, du coup, on a donné accès pour 2 projets de recherche qui avaient été déposés en fin 2022, acceptés en début 2023. Les 2 projets, c'est des projets maladies rares. Donc, ils ont accès à leur bulle sécurisée dans laquelle ils ont les données et les outils bioinformatiques. Donc, c'est des projets qui nous permettent à nous d'avoir des retours équipes et d'ajuster pour les suivants. L'idée, justement, c'est à partir de ces projets de mettre en place 2 projets suivants. Les projets qui ont été choisis pour tourner cette année, c'est pas les projets du début, mais c'est des projets qui, en fait, avaient des demandes qui étaient plus proches de ce qui était faisable au niveau technique pour le CAD. Donc, il a été décidé de faire passer ces projets qui avaient des demandes qui étaient inférieures par rapport aux autres au niveau exigence technique. Donc, actuellement, il y a 17 projets qui ont été validés lors du premier mandat 2022-2025 du CSE. Donc, vous pouvez retrouver tous les résumés des projets qui ont été validés sur le site du plan, avec tous les résumés grand public. Et il sera mis à jour pour indiquer les projets qui ont eu accès, qui sont en train d'avoir accès ou qui vont avoir accès bientôt. Comme l'a dit Frédéric, le plan est très impliqué dans l'initiative 1 Million Genome, et notamment le CAD est inclus dans des discussions dans les groupes LC au niveau de 1 Million Genome, mais également GDI et Genome of Europe. L'idée justement, c'est de créer une structuration et d'essayer de mettre un peu tout le monde d'accord sur certains points qui peuvent poser problème. Cette année, la majorité de la discussion a tourné autour du choix de la base légale au niveau de la collecte et pour la réutilisation de la donnée, où en France, par exemple, on a un fonctionnement qui est à peu près défini par rapport à certains pays, où en fait, il n'y a aucune flexibilité. Donc l'idée, justement, c'était d'avoir des discussions pour essayer de trouver quelque chose qui va être capable de marcher partout. Et cette année, surtout, comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'activités législatives au niveau européen, avec le Data Governance Act et l'IA Act. Donc l'idée, justement, parce qu'au niveau européen, il y a une structuration avec le HDS,
et que One Million Genome a pour ambition justement de se calquer au maximum aux exigences de l'EHDS. C'est justement d'intégrer toute la production législative de cette année en natif des différentes structurations qu'il y a au niveau de ces initiatives. Voilà, merci à tous. Bonjour, Laurent Villard, j'ai une activité de biologie médicale ici à la PHM et je suis aussi interprétateur sur le PFMG 2025. Donc merci pour tout votre travail, tout ce que vous mettez en place, mais je crois qu'il faut quand même dire qu'on a un gros retard malgré tout à l'allumage, parce que le CAD, il y a quand même 15 projets qui sont toujours en attente de début, alors que ça fait 9 ans que le plan a été lancé. On est quand même PFMG 2025, théoriquement c'était cette année, comme vous l'avez rappelé. Donc là, je vois avec inquiétude que ce que j'ai perçu, en tout cas de la dernière présentation, c'est qu'il y avait des étapes supplémentaires qui avaient été ajoutées. Ma perception et celle de plusieurs de mes collègues est qu'il y a déjà beaucoup d'étapes administrativement compliquées, on va dire, qui retardent le début des projets. Donc ma question était plutôt, est-ce que vous n'envisagez pas de faire une simplification des procédures plutôt qu'un alourdissement des procédures dans le futur plan ? Oui. Alors là, je vais peut-être répondre pour Cécile parce que c'est une histoire ancienne. Alors oui, le CAD a été, ça a été un objet hyper compliqué à mettre en place. Et effectivement, on arrive en 2025 et il commence tout juste à être opérationnel. Et c'est, ça n'avait pas du tout été prévu comme ça au début. Je pense qu'on avait, si on repart un peu en arrière, je pense qu'on avait péché sans doute par naïveté de la complexité à mettre en place le partage des données. Voilà, c'est facile à écrire sur le papier, en pratique c'est très compliqué et les obstacles ne sont pas techniques. Il y a eu plein d'obstacles qui étaient tout sauf techniques, même si je ne remets pas en cause. Là, l'idée du guichet unique, c'est pas de rajouter une couche administrative. En fait, quand on a ouvert le CSE, on l'a ouvert en avance, encore parce que voilà, on était optimiste et on pensait que ce serait opérationnel plutôt que ça. Et finalement, ces projets-là ont malheureusement essuyé les plates, mais aussi fait des bons cas d'usage. Et pour montrer aussi que quand ils déposaient, en fait, ils déposaient sans trop savoir ce qui était possible. Et là, c'est vraiment de cadrer les choses pour que l'équipe de recherche, quand elle dépose un projet, elle ne rêve pas à l'objet nominal tel qu'il devrait être, mais tel qu'il est, voilà, d'avoir des projets réalistes. Donc, ce n'est pas une étape du tout administrative pour coller aux choses. C'est vraiment pour coller à la réalité de ce qui est possible aujourd'hui ou à court terme. Parce que là, il y a l'infrastructure, elle tourne sur l'infrastructure de l'INSERM avec des capacités de calcul qui sont déjà assez élevées. Il y a une grosse infrastructure de calcul qui va se mettre en place au CEA où là, il y aura toute la puissance de calcul, mais ça va mettre une année ou deux à se mettre en place. Et donc, pendant cette phase intermédiaire, on ne peut pas avoir des projets qui vont demander de tout réanalyser avec plein d'appels de variants hyper compliqués. Donc, il faut, voilà, c'est ça. Il faut aussi cadrer. Et c'est cette étape-là. Mais on a bien conscience et ce n'est pas du tout l'idée de faire de l'administratif. Oui. Bonjour. Bonjour, Martin Crane du laboratoire de génétique moléculaire ici à PHM. J'ai 3 questions rapides. La première, c'est concernant les outils de réanalyse. Donc, il y a eu les grands projets européens comme Solverde qui ont mis en place des pipelines de réanalyse, notamment avec le SINARG. Est-ce que c'est des outils qui sont déployés ou est-ce que c'est des nouveaux outils qui sont créés dans le cadre du CAD ? Non, l'idée, c'est pas de réinventer la roue. Comme vous dites, il y a des outils qui ont été développés ailleurs. Le but, c'est de pouvoir justement les faire fonctionner dans l'environnement au CAD. Comme je vous l'ai dit, en fait, la difficulté principale, c'est l'ajustement sur les environnements qui doivent être clos pour répondre à la norme HDS. Mais l'idée, justement, c'est pas de créer des nouveaux outils, de prendre des outils qui sont utilisés par la communauté et qu'on peut réutiliser sur l'infrastructure. Merci. J'avais une deuxième question rapide. C'est les demandes donc, pour l'accès aux données doivent être formulées, j'imagine, donc, par des consortiums de recherche ou est-ce que en fait, des équipes isolées ou même chercheurs isolés pourront à terme faire des demandes d'accès, notamment pour des petits projets ciblés? Consortium, non. Équipe isolée, oui. Après, il vous faut un environnement quand même. Chercheur isolé, ça va être compliqué parce qu'il vous faut quand même au moins un bioinformaticien qui puisse avoir les mains dans le cambouis de la réanalyse. Après, il n'y a pas d'exigence sur un consortium, donc ça va être une équipe de recherche. Voilà. Non, il faut simplement que l'institution qui porte l'équipe de recherche ou le chercheur, elle puisse être responsable des traitements qui vont être faits par l'équipe. D'accord.
Et dernière question rapide, dans le cadre en fait, des labos à diagnostic, on se pose, je pense, depuis plusieurs années la question d'une homogénéisation entre les outils, notamment GLIVS et Orapport. J'en ai parlé à plusieurs reprises avec Damien Sans-Laville, Pierre Blanc. Et est-ce que vous avez une perspective de déploiement d'un outil unique en prenant ce qui est bien des uns et des autres? Alors, outil unique, je ne sais pas, parce que chacun a son bébé qui lui plaît bien. Non, mais il y a des discussions entre les deux pour les combiner et après les déployer. Donc, je ne sais pas s'ils vont arriver à la fin à un outil unique. En tout cas, il y a des discussions maintenant qui se mettent en place pour converger et récupérer ce qui est bien des deux côtés, en fait. Parce que je pense que c'est un élément central qu'on aborde beaucoup dans les filières, notamment dans le cadre de Finemus, sur le rendement diagnostique, et la diversité des outils rend difficile, justement, même si la même technologie de génération de données est utilisée, la question du rendement diagnostique, et puis après aussi par rapport à la pertinence et préclassification classe 4-5, le délai de rendu de résultat. Non, en fait, les deux laboratoires, quand ils se sont mis en place un peu par la force des choses, de façon un peu autonome, hein. En fait, sur le papier, on avait quelque chose qui était bien ordonné, et puis quand on regarde en derrière, tout s'est mis un peu, voilà, comme ça a pu se faire. Et donc, les deux laboratoires sont partis aussi avec et c'était prévu comme ça d'ailleurs dans l'appel à projet, avec leur propre technologie, même s'il y avait de la discussion derrière. Et effectivement, là maintenant, ils ont acquis suffisamment de maturité pour pouvoir se mettre autour de la table, et c'est ce qu'ils font maintenant. Donc, voilà. Est-ce que chacun va garder le sien et prendre le meilleur de l'autre, ou est-ce qu'ils vont converger sur un seul? Ça, je ne saurais pas le dire encore. Merci. Donc la première question, c'est bonjour, comment faire si on a envie de déposer un projet de recherche sur une thématique pour laquelle une équipe, entre guillemets, concurrente a déposé un projet? Mais il n'y a pas de... Comment dire? C'est pas un argument d'évaluation. En fait, vous pouvez revenir et c'est pas le premier qui arrive qui prend la place. Donc c'est pas gênant. Et nous avons une deuxième question. Bonjour, comment les patients sont-ils informés de la réutilisation de leurs données dans les projets de recherche retenus? Oui, donc le plan a été construit avec un fonctionnement d'un consentement pour la réutilisation, avec une information au niveau de la notice dans lequel il y avait un renvoi vers le site du plan et avec la page sur laquelle on liste. C'est un fonctionnement donc, qui est utilisé et qui est même conseillé au niveau de la CNIL pour justement maintenir constamment le lien avec le patient, avec les personnes concernées qui ont donné leurs données, pour qu'ils soient informés de tous les projets qui réutilisent leurs données. Et ces pages, elles sont mises à jour vraiment très régulièrement à chaque fois qu'on a un nouveau projet qui est validé ou qui est en train de tourner. Donc, merci beaucoup. Nous allons pouvoir passer à la suite de l'après-midi. Je vous propose qu'on passe donc aux sessions de communication orale qui ont été sélectionnées. Alors, Adeline est chercheur en sociologie de la santé sur les questions de médecine personnalisée et en particulier de diagnostic prénatal à Oxford, maintenant dans le département de Social Policy and Interventions. Et elle va nous présenter une présentation sur les tensions pratiques entre le devoir d'information des professionnels de santé et la recherche d'autonomie dans les décisions reproductives autour du DPNI. Bonjour, merci aux organisateurs, aux organisatrices. Donc, je présente aujourd'hui un article collectif portant sur les perceptions et les préoccupations des professionnels de santé français, anglais et allemands concernant la prise de décision en matière d'interruption de grossesse à la suite du DPNI, dépistage prénatal non invasif. Alors, le DPNI, donc appelé NIPT dans les autres pays, est proposé dans les systèmes de santé publique français, anglais et allemand pour le dépistage des aneuploïdies fétales à un stade relativement précoce de la grossesse. Et ces aneuploïdies comprennent généralement les trisomies 21, 13 et 18. Mais le secteur public en France propose une offre élargie. Et il est également possible de dépister d'autres conditions génétiques dans le secteur privé, en Angleterre et en Allemagne. Et le DPNI étant un test de dépistage et non de diagnostic, les directives cliniques mondiales recommandent une confirmation par une procédure invasive. Donc vous pouvez voir rapidement à travers ce tableau l'offre au cas par cas en Allemagne.
qui n'a pas prévu de seuil d'accès quantitatif au DPNI comme dans les 2 autres pays, et n'a pas mis en place de programme de dépistage en tant que tel. C'est la nuance importante. Et les résultats du DPNI peuvent être utilisés pour éclairer les décisions concernant les procédures de diagnostic ultérieur et la gestion de la grossesse, qui peut inclure des options d'interruption de grossesse appelées TOP en anglais. Le choix éclairé et l'autonomie reproductive sont souvent considérés comme essentiels dans les politiques et les pratiques cliniques relatives aux tests prénataux et à l'interruption sélective de grossesse. Je pense que vous le savez. Cela va de pair avec la non-directivité, qui est une valeur clé du conseil génétique. Alors ici aussi, je vais passer assez rapidement. Juste quelques mots donc pour finir mon introduction en évoquant la réglementation autour de l'interruption de grossesse dans les 3 pays. Comme vous pouvez le voir, à la différence de l'Angleterre et la France, en Allemagne, l'indication fétale ne constitue pas en tant que tel un motif légal de TOP pour éviter un jugement de valeur sur la vie avec un handicap. Mais dans la pratique, l'indication médicale couvre les effets potentiellement graves d'un diagnostic de problème de santé chez l'enfant à naître sur le bien-être de la femme. Donc, c'est une façon indirecte. Et voilà. Et donc, cet article s'appuie sur une revue de littérature comparative dans les 3 langues et sur 58 entretiens semi-structurés avec des professionnels de santé dans les 3 pays. Les personnes interrogées étaient issues d'un large éventail de professions, comme vous pouvez le voir à travers ce tableau. Et parmi nos résultats, je vous laisse juste quelques secondes, les participants à notre étude ont exprimé un certain nombre de craintes et d'inquiétudes sur la manière dont les femmes ou les futurs parents pourraient prendre des décisions non informées sur l'interruption de grossesse. Donc, les données présentées ici ne doivent pas être interprétées comme des preuves corroborant leurs craintes et leurs préoccupations. Notre analyse porte plutôt sur la nature et l'orientation de leur perception. Alors, leur principale préoccupation concerne les décisions prises sur la base d'un résultat de DPNI sans confirmation diagnostique et les perceptions biaisées de conditions génétiques telles que la trisomie 21. Et dans les 3 pays, les professionnels de santé ont exprimé des préoccupations que le DPNI amène les femmes à prendre des décisions non éclairées concernant l'interruption de grossesse, dans le sens où elles ne seraient pas pleinement informées, que ce soit sur le test ou sur l'état de santé du fœtus. Et ces préoccupations sont liées à la possibilité d'un accès plus précoce et dit plus facile à l'interruption de grossesse à la suite d'un DPNI. Alors en France, un certain nombre de participants ont fait référence à l'extension de la limite légale pour l'interruption volontaire de grossesse. Ils ont évoqué l'élargissement de la période pendant laquelle les femmes peuvent demander une IVG immédiatement après le DPNI. Aussi, les professionnels interrogés ont souligné les dilemmes auxquels sont confrontés les professionnels de santé lorsqu'ils jugent de l'éligibilité des interruptions médicales de grossesse, IMG, donc, pour des anomalies chromosomiques plus rares et potentiellement moins graves. En Angleterre, les entretiens se sont concentrés sur la crainte que les femmes décident d'interrompre leur grossesse sans compréhension de la condition génétique faisant l'objet d'un dépistage dans le secteur privé. Ils ont souligné le manque de suivi dans le secteur privé qui est assez fortement représenté en Angleterre, après le retour des résultats du dépistage et le risque de prendre une décision sans avoir reçu des conseils appropriés et des informations nuancées sur l'affection détectée. En Allemagne, les professionnels interrogés ont souligné la crainte que les femmes ne décident d'interrompre leur grossesse avant 12 semaines, sans avoir bénéficié d'un conseil génétique ni d'une confirmation diagnostique. Donc, cela reflète en particulier la pression temporelle à laquelle sont confrontées les femmes en Allemagne et la crainte que les femmes prennent des décisions d'interruption de grossesse précoce en raison de la difficulté d'accéder à l'interruption de grossesse après 12 semaines. Alors, la deuxième partie des résultats concerne les préoccupations relatives aux représentations médiatiques et aux croyances sociales relatives entourant la trisomie 21. Dans les 3 pays, les professionnels de santé se sont inquiétés du fait que les femmes ou les futurs parents n'aient pas une image équilibrée ou réaliste de l'impact de la trisomie 21 sur la vie, c'est-à-dire donc la manière dont les personnes et leurs familles peuvent réellement vivre avec cette condition génétique et que cela puisse avoir un impact sur leurs décisions.
En France et en Angleterre, les professionnels de santé ont exprimé des réserves quant aux représentations médiatiques de conditions telles que la trisomie 21, qui se concentre uniquement sur les personnes vivant de manière indépendante et qui se portent plutôt bien. Ils estiment que la campagne télévisée Dear Future Mom et le documentaire A World Without Syndrome, donc là au Royaume-Uni, ne reflètent pas suffisamment les aspects médicaux de la trisomie 21 ou les difficultés potentielles auxquelles les familles peuvent être confrontées, ce qui est important pour les futurs parents afin de prendre des décisions éclairées quant à la grossesse. Et en revanche, en Allemagne, lorsqu'ils discutent de la nécessité d'une représentation équilibrée et réaliste de la trisomie 21 dans les services de conseil, les professionnels de santé s'attachent davantage à éviter les représentations trop négatives de la qualité de vie. Les entretiens ont souligné l'importance de communiquer aux patients la vie riche et bien remplie que peuvent mener les enfants atteints de conditions génétiques telles que la trisomie 21. Les professionnels allemands se sont inquiétés du fait que les femmes puissent décider d'interrompre une grossesse alors qu'il est difficile de déterminer à quel point un enfant peut être affecté par la trisomie 21. En guise de discussion, bien que le choix éclairé soit un concept central dans le cadre du dépistage prénatal, il peut être compris de différentes manières. Il existe un manque de cohérence dans la manière dont ce concept peut être mesuré et utilisé au sein des pratiques cliniques. Donc, notre recherche donne à voir une dimension supplémentaire du choix éclairé, au-delà de la perspective médicale. Si une femme décide de subir une interruption volontaire de grossesse sur la base d'un résultat de DPNI à forte probabilité, tout en sachant parfaitement qu'il ne s'agit pas d'une confirmation diagnostique, mais seulement d'une probabilité, elle peut tout de même avoir fait un choix éclairé. Certaines femmes peuvent accepter cette incertitude et néanmoins être disposées à avoir accès à une interruption de grossesse sans test diagnostique, compte tenu de leur situation personnelle et familiale ou de leur préférence pour une interruption précoce. Donc c'est particulièrement le cas lorsque les limites gestationnelles d'accès à l'interruption de grossesse peuvent, comme en Allemagne, affecter leur capacité à accéder aux services de TOP après confirmation des résultats. Et une TOP avant 12-14 semaines implique une procédure moins invasive pour la femme qu'une TOP à un stade de gestion plus avancé. Donc, plusieurs auteurs ont déjà souligné l'importance d'une TOP précoce pour limiter l'impact psychologique, le risque de dépression et les préjudices causés aux femmes, ainsi que pour la sécurité sanitaire et les coûts. Et bien que les directives soulignent l'importance de la non-directivité, de fournir des informations équilibrées et d'aider les femmes à prendre la décision qui leur convient, notre étude illustre certaines des difficultés rencontrées pour appliquer ce concept de manière significative dans la pratique clinique quotidienne. Il est complexe d'appliquer la non-directivité dans des contextes sociaux, culturels et juridiques où certaines orientations ont déjà été prises et où des normes sont déjà en place. Par exemple, il existe des contrastes significatifs entre les modèles culturels, tels que le partage d'informations médicales très techniques en France et l'accent mis sur les informations relatives à la qualité de vie avec la trisomie 21 en Allemagne. Donc il y a différentes valeurs qui entrent en jeu dans cette tentative de transmettre des informations équilibrées lors des consultations cliniques. Et en Allemagne, en raison de son passé nazi, ce pays craint particulièrement de porter des jugements de valeur sur la vie avec un handicap et d'exercer une discrimination à son encontre. Donc là, cela reflète la tension qui existe en Allemagne entre le principe de l'autodétermination en matière de choix procréatif et le principe de l'inclusion du handicap dans la société. Cette tension, elle est en revanche moins marquée en France et en Angleterre. En conclusion, à travers donc leurs préoccupations, les professionnels de santé dans les 3 pays ont tendance à projeter ce qui devrait être la bonne approche pour les femmes enceintes ou les futurs parents. Donc, comment prendre une décision appropriée concernant l'interruption de grossesse à la suite d'un résultat de DPNI à haute probabilité. Un choix éclairé peut être facilité par l'accès aux informations les plus sûres ou les plus complètes, c'est-à-dire les résultats des tests de diagnostic. On souhaite, donc avec mes co-autrices, insister clairement sur le devoir qu'ont les professionnels d'informer les femmes des lacunes techniques du test. Mais on peut également reconnaître que les femmes sont capables de prendre elles-mêmes des décisions éclairées si elles ont reçu des informations suffisantes sur les limites du DPNI et sur la condition dépistée. Les politiques et les pratiques médicales visant à protéger les femmes enceintes des risques de préjudice liés aux tests prénataux pourraient involontairement conduire à des approches ou à des attitudes paternalistes si elles ne prennent pas en compte les expériences des femmes et leur situation individuelle.
Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Laurent Pasquier, médecin clinicien à Rennes. Je voulais vous poser une question. Vous avez surtout insisté sur l'information après le résultat du DPNI, mais est-ce que dans votre travail, vous avez pu percevoir aussi, dans votre revue de la littérature, donc des informations avant la prescription du DPNI, puisque cette information qui est faite ou non faite peut apparaître clé ensuite dans le processus dans lequel cette femme est engagée et finalement dans sa décision ultérieure. Vous voyez, donc cette information, enfin de mon expérience, est quand même relativement pauvre, voire mal faite, et j'aimerais avoir votre avis à ce sujet. Oui, c'est vrai que là, on ne s'est pas focalisé spécialement sur les informations post-test, il me semble, en tout cas dans notre étude. Peut-être que vous avez perçu à travers ma présentation que c'était principalement ce qui était évoqué. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a sûrement un gap entre les deux types d'informations, pré- ou post-test, mais ça, je ne perçois pas en tout cas à travers notre étude comment ça peut affecter les expériences des femmes et puis les perceptions des professionnels de santé. Voilà. Vous avez été un peu vite sur les personnes que vous avez interviewées, mais je pense qu'il y avait des obstétriciens, des pédiatres. Est-ce que vous avez mis en évidence une différence par catégorie de personnes? Ça, c'est la première question. Deuxième, c'est un commentaire. Vous parlez beaucoup des femmes et les hommes. Enfin, je veux dire, de plus en plus, quand même, même si la loi continue à dire que c'est la femme qui prend la décision, on demande d'impliquer les couples. Est-ce que les hommes ont été considérés aussi, enfin, en tout cas les couples, dans ces réflexions? Et puis, mon troisième commentaire, il est de dire aussi que quand il est exprimé une crainte sur le fait que peut-être que la présentation de la trisomie 21 est un peu trop optimiste avec les sites dont vous parlez. C'est un peu contradictoire avec les 95% d'interruptions médicales de grossesse en France pour la trisomie 21. Merci pour vos questions. C'est vrai qu'on n'a pas distingué les résultats par type de profession parce comme on le voit bien aussi, dans chaque pays, on a interviewé des professionnels de profils assez différents. Donc ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas regardé en détail. Donc vous avez, dans votre dernier commentaire, vous évoquez... c'est vrai qu'en fait, il y a des informations qui sont transmises, en tout cas qui sont beaucoup plus nuancées au sein des consultations. Les femmes, il y a un taux important en tout cas de demande d'accès au DPNI. Après, les chiffres en tant que tels sur l'interruption de grossesse ne sont pas clairs. Il n'y a pas de données probantes de savoir s'il y a une corrélation entre le fait que beaucoup des femmes acceptent ce DPNI et que par la suite, il y a une interruption sélective de grossesse. Il n'y a pas de... En tout cas, nous, on a regardé les chiffres de près dans les 3 pays. On n'a pas vu il y a quelques signes et un ou deux travaux dans la littérature internationale qui laisseraient penser qu'il y aurait de plus en plus d'interruptions de grossesse, mais il n'y a pas encore d'évidence scientifique sur ce sujet. Et donc, voilà, donc les représentations dans la société, en tout cas, peuvent être biaisées dans chacun des pays et au sein des consultations cliniques, il y a une envie, certainement d'apporter un regard un peu plus nuancé. Et la deuxième question était... Homme-femme. Homme-femme. Oui, non, en fait, dans nos papiers, on évoque les femmes et les couples. Et dans nos entretiens, en tout cas, là, ce n'est pas le propos de cette présentation, parce que ça porte sur les professionnels de santé. On a en tout cas abordé les deux aspects. Il y a des hommes qui ont souhaité participer aux entretiens, mais qui étaient plutôt en minorité. Oui, c'était ça ma question. J'avais une question sur est-ce que la suite, vous avez interrogé des hommes et des femmes qui ont été concernés par le DPNI, justement, et donc vous y répondez. Donc il y a une partie, on attendra la suite alors de l'étude pour avoir des éléments sur cette partie. Parce qu'on va être obligé d'arrêter. Mais c'est vrai que la question de savoir la catégorie professionnelle et l'influence éventuelle qu'elle peut avoir sur la manière de parler aux hommes et aux femmes, en tout cas de cette question-là, moi je pense qu'elle serait intéressante à creuser. D'accord, merci pour votre retour. Nous allons donc passer à l'intervention de Lionel Perrier qui
Elle travaille à la direction de la recherche clinique et de l'innovation du centre Léon Bérard, une valence économique, et surtout dirige le projet de recherche Sécogène pour nous parler du protocole de l'évaluation de l'efficience et des projections à moyen terme des examens pangénomiques au sein d'Oragène et Sequoia. Merci. Je ne dirige pas Sécogène, je m'occupe spécifiquement du WP3. Donc en fait, le projet Sécogène est composé de 3 WP. En premier WP, plus ingénierie sur modalités organisationnelles et production dans jumeaux numériques. Et ensuite, l'évaluation des coûts de production. WP2 avec la mise en place de 2 cohortes, une maladie rare, Samari, et l'autre en cancérologie, Sonko. Et puis le WP3 qui est plus axé, comme je vais le développer maintenant, sur les aspects médico-économiques. Et donc, Daniel Benamouzig et moi-même avons plus, tout particulièrement en charge ce WP3. Voilà, donc je vais développer ce WP3 qui repose sur 4 protocoles qui sont rédigés. Et 2 d'entre eux attendent simplement d'être déposés au niveau du CESRES à partir du moment où nous aurons le feu vert d'une part du LSTOB et du HDH et d'autre part de l'Institut national du cancer. Voilà, donc je parle au nom de l'ensemble des collègues du WP3 que je citerai pour certains d'entre eux dans la présentation. Donc, projet Sécogène, protocole de l'évaluation de l'efficience et projection à moyen terme des examens pangénomiques des laboratoires Oragène et Sequoia, donc le WP3. Alors donc, il s'agit effectivement de ce lot de travail qui s'inscrit dans le projet Sécogène, ça je passe puisque je vous l'ai dit, et qui vise à étendre les résultats qui sont produits par les lots WP1, organisation et coût de production, je le dis aussi, et puis WP2, indicateur de performance et impact sur le parcours de soins. En initiant une démarche d'évaluation de l'efficience, c'est vraiment le cœur de la recherche, en enrichissant l'analyse des bénéfices collectifs et individuels, et puis offrir une analyse des modèles de tarification envisageables, tarification qui est également, bien sûr, un élément clé. Alors, commençons par l'évaluation de l'efficience. Donc, cette évaluation s'appuie sur 2 études multicentriques. D'une part, l'étude ESMETA dans les préindications maladies rares, qui mobilise, alors on est arrivé, ça ne s'est pas fait comme ça, hein, il y a eu beaucoup de réflexions et puis de réunions, donc, mais en tout cas, on s'appuie sur les données de la Banque nationale des données maladies rares, BNDMR, que je remercie tout particulièrement, les outils de prescription, Hygiène et Spice, puisqu'il faut savoir si on a eu des variants de type de classe 4 ou 5, par exemple, qui ont permis de poser le diagnostic correctement. Et puis les données du système de santé, le SNDS, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que vous connaissez bien, qui nous permettront bien entendu d'avoir notamment les coûts des différentes prises en charge. Donc on essaie de mettre en œuvre l'ensemble des sources de données qui nous permettent de répondre aux objectifs donnés. Et puis, vous avez... alors, ce n'est pas le jumeau numérique, mais c'est l'étude jumelle, je dirais, ESCAP, donc le correspondant dans le cancer, avec, là encore, hein, je remercie l'Institut national du cancer, puisque cette étude s'appuie sur un appariement entre la plateforme des données de cancérologie, donc la PDC de l'INCa, où sont déversées notamment les données du SNDS, donc on retrouve les mêmes modalités que pour les maladies rares, et puis les données de la cohorte Sonko, j'en ai parlé tout à l'heure très brièvement, cohorte Sonko qui est pilotée par Camille Clemsamy, que je remercie, Isabelle Durand-Zaleski pour la partie économique et pour la P, et puis la PHP, et puis Pierre Saint-Titi pour le centre Léon Bérard, donc un collègue du centre. Alors, l'objectif principal, c'est d'évaluer, pour évaluer l'efficience, s'appuyer sur des analyses coût-efficacité et ou coût-utilité de l'efficience dans l'examen pangénomique PFMG 2025. Les critères d'évaluation, critères de jugement qui correspondent bien entendu et en lien avec l'objectif principal, c'est la moindre des choses, c'est le ratio différentiel coût-résultat. Je vous ai mis la définition si jamais vous n'étiez pas forcément familier de ces définitions. Donc, ratio différentiel coût-résultat, on prend le coût de la stratégie innovante qu'on va évaluer, moins le coût de la stratégie standard, donc absence d'examen pangénomique PFMG 2025, ça peut être du panel de gènes, ça peut être éventuellement du Foundation One, 320 gènes,
Ça peut être une absence d'analyse génétique, puisque malheureusement, on a aussi, bien sûr, un certain nombre de patients qui ne bénéficient pas d'analyse génétique, divisé par l'efficacité. Donc l'efficacité de la stratégie innovante, examen génomique, moins efficacité de la stratégie standard. Efficacité, j'en ai parlé tout à l'heure, par exemple, sur le nombre de cas diagnostiqués. Ça peut être aussi de la survie sans progression, on a bien l'habitude de ça en cancérologie, ou de la survie globale, c'est encore mieux. Il est également prévu une description des parcours à partir d'une approche de type process mining. Je vous donne une petite illustration parce que sinon ça peut être assez abstrait. Et notamment, je vous ai mis là trois revues de la littérature qui sont très importantes, Shen, Courniati et Kusuma. Donc si à un moment donné vous avez à travailler sur data ou process mining, allez voir ces trois publications, elles sont très bien. Et puis la publication de mon collègue Omar Rifki, 2024, sur une nouvelle modalité de présentation des parcours de soins. Et puis l'identification, bien entendu, des modes de tarification envisageables. Et je salue Rémi Pierotti, qui est à Paris Sciences Économiques et qui va bientôt rejoindre d'ailleurs l'île Économie Management pour commencer sa thèse sur ce point-là. Voilà. Alors, je vais être très rapide parce qu'il faut que je respecte bien entendu mon temps. C'est simplement une visualisation des parcours, ça c'est dans les sarcomes. Vous avez la stratégie 1 avec une prise en charge dans le réseau NetSarc Plus, dirigé, une petite salutation à mon directeur général, en particulier Jean-Yves Blais, qui s'occupe plus particulièrement du réseau sarcome, versus S3 par exemple, où les prises en charge se font hors réseau. Et vous voyez, donc en appliquant le process mining, ce sont vraiment des techniques innovantes là de process mining. Vous avez tout dans l'article d'Omar Rifki, mais vous voyez par exemple, vous avez le petit sommet qui apparaît, qui s'appelle AirShear, c'est-à-dire une reprise chirurgicale. Ça veut dire que dans une stratégie de prise en charge hors réseau d'excellence, eh bien, on a suffisamment de patients qui ont des reprises chirurgicales, malheureusement, du fait de la qualité d'une chirurgie insuffisante. Et donc, ça permet l'apparition de ce sommet. Puis, vous avez le parcours des patients, avec en noir une majorité de patients dans un état de non-progression, et puis en rouge, ensuite, une majorité de patients en progression. Voilà le type de process mining que nous souhaitons appliquer, tant dans le cas du projet SMETA que du projet ESCAP. Voilà, je ne peux pas développer plus, mais vous avez toute l'information. Vous pouvez accéder aux publications si vous le souhaitez. Alors, l'évaluation des bénéfices, donc l'évaluation des bénéfices va s'appuyer sur une étude qualitative qui va être conduite, je l'ai cité tout à l'heure, par Daniel Benamouzik et puis Paul Coton, que je remercie également, donc de la chaire Sciences Po Paris. Paul qui a commencé, Daniel et toi avez commencé les entretiens, notamment auprès des plateformes Oragène, c'est sûr, et sans doute Sequoia. Et donc pour évaluer les bénéfices collectifs et individuels des laboratoires, leur effet en termes de structuration sectorielle, professionnelle et sur les patients. Je lis, c'est plus simple parce que c'est toi le spécialiste de l'étude qualitative. Et puis 3 axes, donc un accent sur la dynamique sectorielle des activités relatives au laboratoire et des examens pangénomiques. Un axe 2 sur la mise en place des parcours de prise en charge pour les patients concernés. Et l'axe 3 sur les expériences individuelles des professionnels de santé et patients concernés. Vous essayez d'être le plus exhaustive possible. Voilà. Et sur un axe de travail provisoire, puisque ce sont des résultats qui vont être produits finalement à assez court terme. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires, enfin des questions après, et Paul sera ravi d'y répondre. Sur la méthodologie, donc positionnement académique, mobilisation de cas d'analyse en sociologie et en sciences politiques, sociologie de l'innovation des professions et des organisations, analyse des politiques publiques, protocole d'enquête, revue de la littérature, analyse documentaire, collecte des données par entretien semi-directif auprès des parties prenantes à tous les niveaux, décideurs, opérateurs, partenaires, professionnels de santé, patients et d'observation in situ, j'en ai parlé, Oragène et Sequoia. Voilà, entretien, donc les entretiens ont commencé. Ajuster les axes de l'étude, préciser le protocole d'enquête, écriture d'une note de faisabilité récapitulative. Tout ça est déjà bien et largement engagé. Et encore un grand merci à Daniel et à toi, Paul. Le troisième élément, donc vous voyez 2 protocoles sur l'efficience SMETA et ESCAP. L'étude qualitative en cours avec Daniel et Paul. Et puis, finalement, ce que nous avons souhaité
ajouté donc sur les réflexions initiales dans le cadre du W3, auquel, bien entendu, également, je ne l'ai pas cité, mais je le fais, Lise Rochex, donc responsable de la chaire Ospinomics, s'était associée, qui a laissé sa place maintenant à Daniel. Donc une analyse multicritère, ce qu'on appelle aussi une analyse coefficacité augmentée. C'est-à-dire que lorsqu'on produit une analyse coefficacité, on produit un ratio différentiel coût-résultat qu'on positionne après dans le plan coefficacité et qui permet de... C'est un peu dur en France parce qu'on n'a pas de seuil, mais je peux rentrer dans le détail, mais qui permet de dire, bon, cette stratégie est plutôt coefficace ou ne l'est pas. Et donc, dans l'analyse multicritère, c'est une analyse qui est augmentée, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un seul critère, c'est-à-dire le ratio différentiel coût-résultat, mais on va rechercher d'autres critères. Donc, c'est une approche décisionnelle structurée, bien entendu, permettant de hiérarchiser, classer ou choisir les options concurrentes. C'est tout l'enjeu, hein. WGS, pangénomique versus panel de gènes ou absence d'analyse génomique. Une utilisation croissante des analyses multicritères en santé, vous pouvez vous référer à la publication d'Angelis 2018 et puis les recommandations, bien entendu, comme c'est le cas en médecine. Nous, en économie, on a également beaucoup de recommandations. J'en ai pas parlé pour l'efficience, mais c'est le cas. Ici, ce sont les recommandations de l'e-sport pour les analyses multicritères. Là, j'étais bientôt terminé, c'est une des dernières diapositives. Donc, les étapes définies à la décision. La décision, donc dans ce cas-là, ça va être pour nous de donner des éléments de guidance sur la tarification, sélectionner et structurer les critères d'évaluation. C'est assez lourd hein, comme démarche, puisqu'il faut une revue de la littérature, il faut des entretiens, des focus group pour essayer de bien identifier les critères. Une fois qu'on a identifié et structuré les critères d'évaluation, on élabore bien entendu des scénarios qui vont correspondre aux stratégies qui vont être comparées. On mesure les performances de chacun de ces scores, on les pondère, et puis l'objectif c'est d'avoir une note finale, donc un score agrégé. Et là on s'appuie sur des techniques, il y en a une dizaine à peu près dans la revue de la littérature. Vous pouvez vous appuyer si vous avez souhaitez plus d'informations sur... la revue, enfin sur le travail de Cannes et puis un travail dans lequel j'étais associé j'ai plus son prénom en tête, pardonnez-moi, mais Madame Vignon, qui a été présenté en 2024 et on s'est appuyé sur la méthode Prométhée. Je ne rentre pas plus dans les détails parce que j'en ai pas le temps. Pardonnez-moi, et ensuite réaliser les analyses de sensibilité et puis interpréter les résultats. Vous voyez, donc on a essayé dans ce WP3 d'être le plus large possible de façon à aider le décideur public pour le financeur. Voilà, il me reste à remercier la DGOS pour le support financier, remercier l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce travail, les plateformes bien entendu, mais pas que. Frédéric au niveau du plan qui nous aide également beaucoup, et puis bien d'autres que je ne pourrais pas citer faute de temps. Merci de votre attention. Bonjour, Élise Courcot du CAD. J'ai une question sur la partie multicritères justement, parce que vous avez donc quand même une population maladie rare, une population cancer. Sur la partie multicritères, quand on commence à la questionner, à la construire, justement, en fait, le parcours aussi potentiellement du patient, des impacts sociaux, financiers et autres vont commencer à alimenter la complexité de ce genre de grille. Comment est-ce que vous avez justement pu travailler ça avec des populations qui, là, vont être assez différentes entre l'onco et... Oui, alors, merci de votre question. Ce travail n'a pas débuté. Puisque dans les critères, on va avoir aussi bien sûr les coûts. Hein, donc les coûts, on va les chercher dans le WP1. Les coûts efficacité, donc les résultats de coûts efficacité qui eux-mêmes sont produits dans le cadre du WP3. Et effectivement, il faut une analyse multicritère pour les maladies rares et une analyse multicritère pour le cancer avec des acteurs. Alors, il faut essayer d'avoir une approche un peu en entonnoir, c'est-à-dire d'être assez large, de ne pas oublier un certain nombre de partenaires, d'acteurs importants. Donc, bien entendu, les patients, les médecins, les biologistes interprétateurs, les personnes qui travaillent directement sur les plateformes et s'appuyer aussi sur la littérature. Qu'est-ce qu'on trouve comme critère dans la littérature? Et ensuite, mais ça c'est une étape qui est très très importante. Voilà, focus group,
focus group, revue de la littérature, et bien entendu pour répondre à la question qui a été définie en amont. Donc la question pour le coup est bien définie, c'est basé sur la tarification des examens pangénomiques dans les cancers d'une part et dans les maladies rares d'autre part. Oui, bonjour. J'ai une question concernant cette relation coût-efficacité, notamment le rendement diagnostique. Donc, dans la plupart des filières, nous avons maintenant des listes de gènes nationales à bon, voire très bon rendement diagnostique. Pour la mise en place des préindications, il a été globalement laissé au libre choix des filières de positionner le séquençage génome en première ou deuxième intention, après justement panel ou exome. Et est-ce que cette étude aboutira notamment à des indications, incitations pour faire évoluer justement ces préindications vers peut-être plus de première indication? Parce que c'est sûr que, je prends l'exemple de notre filière Affinemus pour les myopathies, nous avons peut-être plus 5 ou 10% en génome par rapport à une analyse en panel déjà très efficace. Et voilà, on réfléchit éventuellement à le basculer justement en génome. Et donc, je pense que c'est des éléments très importants à prendre en compte justement pour ces évolutions des stratégies. Oui, et puis essayer d'avoir une étude la moins biaisée possible. Donc là, on va s'appuyer, en fait, c'est aussi lié au calendrier, on va s'appuyer sur la population, entre guillemets, exposée, c'est-à-dire qui a bénéficié du séquençage pangénomique sur les années 2021, 2022 et 2023. On est allé chercher l'année 2023 parce qu'il y a plus de patients, donc ça va donner plus de robustesse aux résultats. Et on va comparer donc cette population-là avec une population qui n'a pas été exposée. Donc avant 21 pour côté BNDMR, et puis où les plateformes commençaient juste il y avait quelques séquençages en 2020 mais relativement faibles. Après le positionnement, donc ce que vous dites, c'est en lien aussi avec la détermination des stratégies à comparer. Et le positionnement du VGS, et de l'exome et en cancérologie du RNA-seq, je pense que les représentations des parcours des patients vont également nous aider, tel que je l'ai montré avec le process mining. Pour l'articulation entre les plateformes et les laboratoires hospitaliers, justement. Oui. Parce que nous, on est en constante réflexion, en fait, où mettre le peu d'investissement disponible. Est-ce que c'est pour, en fait, fluidifier les analyses en première intention, panel, etc., avant de basculer en génome? Ou est-ce que, justement, on se lance plus sur les analyses post-génomiques, notamment le transcriptomique et les longs fragments, en attendant que ça se déploie sur les plateformes? Voilà, donc c'est des éléments... je pense, très important pour voilà, cette articulation plateforme et laboratoire hospitalier. Oui, et essayer d'être le plus exposé et associatif possible, eu égard aux données disponibles, dans le choix des stratégies à comparer. Et puis, bon, également prévoir des analyses statistiques qui permettent aussi de voir quels peuvent être l'impact de ces séquences, en fait, sur le coût et sur l'efficacité, et sur le ratio, bien entendu. Voilà, mais ce sont des protocoles, il y a beaucoup de challenges dans ces protocoles-là. Bonjour, j'ai le droit à une question courte, je vais faire très rapide. Comment est-ce que vous allez prendre en compte le délai de rendu? Parce que voilà, c'est souvent quelque chose qui est dur à modéliser. Alors, le délai de rendu, alors pour les maladies rares, on va rechercher, donc c'est lié à l'horizon temporel. Alors je dirais ça concerne, c'est très important dans le cadre du jumeau numérique, puisque un des indicateurs de performance, j'en ai pas parlé du jumeau, mais je suis intervenu dans la production du jumeau, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler là, où le délai de rendu est un indicateur de performance qui est très important. Donc c'est là où il y a une certaine complémentarité entre les différents WP de Seqogène. Et donc, on peut modéliser, par exemple, une augmentation de l'arrivée des échantillons sur le délai de rendu, notamment. Alors, au niveau de l'évaluation de l'efficience, en fait, on est sur un horizon temporel. Alors, pour les maladies rares, on va rechercher 5 ans avant le diagnostic, parce que c'est vraiment sur l'errance diagnostique qu'il faut essayer de capter de l'information, et puis 1 an après.
Donc, en fait, le délai de rendu, on n'est plus sur un indicateur de processus, si je puis m'exprimer ainsi, comment dirais-je, des plateformes, peut-être que sur un élément qui est déterminant, je dis à voir, hein, sur le ratio des différentiels coût-résultat. Maintenant, si on a le délai de rendu, ça permet aussi de voir si toute chose égale par ailleurs, est-ce que le délai impacte le ratio. Donc ce sont des analyses complémentaires multivariées qui sont prises en compte, qui sont effectuées aussi dans le cadre des protocoles. Voilà, mais le jumeau numérique répond parfaitement à votre question. C'est toute la difficulté du micro, des indicateurs des plateformes et puis du ratio qui est sur un horizon temporel plus long. Merci beaucoup, on va s'arrêter là et je vais accueillir maintenant pour les 2 prochaines sessions nos collègues belges, en particulier du Sciences-Anno, donc en fait le département de santé publique belge. Et donc, on va aborder d'abord avec Chloé Mayer, qui réalise un travail de doctorat sur l'implication des patients et du public dans la gouvernance et la décision autour des questions de génomique, et qui va nous parler de BM1G+, une plateforme éducative et participative sur la génomique au service des citoyens européens. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisatrices pour l'invitation à cette dernière rencontre du plan, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de suivre dès la toute première rencontre à Paris en 2021. Donc, comme j'ai été présentée, je m'appelle Chloé Mayer, je suis chercheuse sur les questions éthiques et l'engagement citoyen à Sciences-Anno, qui est l'Institut national de santé publique en Belgique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une plateforme éducative et participative sur la génomique à destination des citoyens européens que nous sommes en train de développer dans le cadre du projet B1MG+. Ouais, ok. Donc, commençons par le commencement. Donc, la raison d'être de cette plateforme, il y a 3 raisons principales. La première, c'est qu'en Europe, en tout cas, la génomique devient de plus en plus l'affaire de tous et de toutes au fur et à mesure que grandit l'influence de la médecine personnalisée donc en Europe. Et donc, dans un monde idéal, la génomique accompagnera chacun et chacune d'entre nous de sa naissance à sa mort, et ce, à travers la prévention, le diagnostic et le traitement, et aussi les suivis intergénérationnels au sein des membres d'une famille. La seconde raison, c'est que puisque la génomique va impacter le parcours de vie de chacun, on doit essayer de faire en sorte que chacun et chacune puisse devenir un acteur autonome et responsable donc, face aux technologies génomiques pour garantir donc, des choix éclairés et aussi en harmonie avec nos valeurs. Et en fait, en autonomiser, donc, enfin, je ne sais pas si ça se dit en français, autonomiser les patients et les citoyens passe par une prise de conscience, une éducation et une culture participative autour de la génomique. Mais il convient de ne pas tomber dans une approche instrumentaliste de l'éducation qui viserait seulement à gagner l'acceptation du public envers les technologies génomiques. La confiance, elle doit se mériter, donc elle ne peut pas être imposée. Elle doit découler de pratiques éthiques telles qu'une information, donc une communication transparente et honnête, tant sur les bénéfices que les risques et les limites de la génomique. Parce qu'une telle approche permet de donner aux citoyens la possibilité de juger par eux-mêmes si et dans quelle mesure la génomique est digne de confiance et tient compte de leurs valeurs, de leurs besoins et de leurs craintes. Et sur le long terme, une telle approche permettrait de générer une culture sociétale qui serait favorable à l'utilisation des données génomiques, tant pour la santé publique qu'individuelle. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire avec cette plateforme B1MG+, qui offre un espace d'information et de réflexion éthique à chaque citoyen pour devenir un acteur plus actif envers la médecine génomique, tant dans son présent que dans son futur. Et la dernière raison d'être, en fait, c'est qu'il existe de nombreux matériels éducatifs et informatifs de haute qualité qui sont dispersés à travers toute l'Europe. Ça, c'est quelques exemples seulement. Ces matériels ont généralement été développés dans le cadre de projets spécifiques qui, une fois en fait terminés, les ont un peu jetés dans les oubliettes. Et c'est dommage de ne pas exploiter leur potentiel sur le plus long terme. Et donc, en fait, en les centralisant sur une plateforme européenne, nous essayons de faire en sorte qu'ils soient plus accessibles à toute personne qui est susceptible d'être un jour confrontée aux technologies génomiques. Donc, le projet B1MG+, c'est l'acronyme de Beyond 1 Million Genome.
l'objectif en fait est de faciliter la création d'un réseau européen autour des données génomiques et des données cliniques connexes pour améliorer les soins de santé. C'est un projet qui se déroule sur 3 ans, donc il a commencé en février 2025 et normalement il s'achèvera en janvier 2028. Il rassemble 36 partenaires issus de 24 pays européens. Et une de ses missions, c'est aussi de soutenir une initiative européenne plus large qui se nomme OnePlusMG. Et l'objectif de OnePlusMG, c'est de garantir un accès sécurisé aux données génomiques et cliniques en Europe pour soutenir non seulement la médecine personnalisée, mais aussi la recherche et les politiques en santé. Donc, notre rôle dans B1MG+, comme je l'ai dit, c'est de développer une plateforme interactive virtuelle qui non seulement vise à éduquer et informer les citoyens et les patients en génomique, mais surtout à stimuler un espace de réflexion critique et de discussion autour des enjeux sociétaux et éthiques pour favoriser une culture citoyenne participative autour de la génomique. Donc, pour la création de cette plateforme, elle se fera en 3 étapes. La première étape dans laquelle nous sommes actuellement, c'est collecter en fait, les nombreux matériels informatifs et participatifs qui existent déjà en Europe. Donc, que ce soit des brochures, des dossiers pédagogiques, des vidéos, des sites web, etc. pour les rendre plus accessibles, intelligibles et utilisables sur une plateforme centralisée. La deuxième étape consistera à réviser, adapter et structurer donc, ces matériels, comme je viens de l'expliquer, pour les rendre plus intelligibles, etc. Et la dernière étape consistera à disséminer cette plateforme et ces matériels dans nos différents réseaux professionnels, que ce soit ceux des projets européens auxquels nous avons participé, donc par exemple Jane 1, Ken Hill, TEDAS, IPAC, etc., et les projets européens dans lesquels nous sommes impliqués, donc Jane 2, B1MG+, Genome of Europe, etc., Prevent, etc. Et la plateforme, elle s'adressera également aux acteurs dits médiateurs ou intermédiaires, tels que les associations de patients, les enseignants et les professionnels de la santé, car ils jouent un rôle clé pour atteindre certaines populations plus spécifiques, comme les jeunes générations ou alors les patients atteints de maladies rares. Donc la première étape, donc, pour collecter des matériels pertinents, nous avons établi une liste de critères de sélection. Donc, les matériels doivent dater de 2015 ou après, puisque la médecine génomique a fortement évolué en 10 ans. On privilégiera les matériels produits en Europe, mais sans exclure ceux développés en dehors s'ils sont pertinents pour le contexte européen et de haute qualité. Ces matériels doivent couvrir les sujets suivants. Donc, la génomique et son implication dans la médecine personnalisée en favorisant des matériels qui vont viser l'engagement patient et citoyen ou l'aide à la prise de décision. Ensuite, des témoignages de patients citoyens, des matériels qui parlent du rôle des patients et des citoyens dans la génomique, qui abordent tant les bénéfices que les risques de la médecine génomique et aussi qui traitent des sujets transversaux, comme par exemple la vie privée. Le dernier critère de sélection concerne le format. Ça pourrait être tant des formats virtuels que physiques, qui touchent par exemple donc, des vidéos, des sites web, des rapports liés aux initiatives d'engagement citoyen, des tests, des quiz, des cas d'études. Donc on vise quand même une large diversité. Et d'ailleurs, surtout, nous vous invitons vivement à contribuer à cette collecte si jamais vous connaissez des matériels participatifs ou éducatifs qui correspondent à ces critères. Vous pouvez contribuer de 2 façons, soit en nous envoyant un email avec le matériel ou les matériels en question, je donnerai l'adresse email après, soit idéalement, on a créé un document Excel. Il suffit de remplir quelques informations, comme votre nom, le titre du matériel, le lien vers le matériel ou son PDF, et si vous la connaissez, idéalement la personne de contact liée à ce matériel, parce que pour des questions de droit d'auteur, etc., nous avons besoin du contact. J'enverrai ce document Excel à tout le monde aujourd'hui ou à la fin de la conférence. Et en fait, votre contribution elle est extrêmement importante, en plus d'être appréciée. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de collecter des matériels depuis tous les États membres et dans des langues différentes. C'est très compliqué de chercher des matériels dans une langue que vous ne connaissez pas, parce que vous n'avez pas les mots-clés. Et c'est pourquoi, au sein de B1MG+, en fait, on va collaborer avec les 36 partenaires issus des 24 pays pour pouvoir collecter ces matériels.
Donc la seconde étape, donc réviser, adapter et structurer. Comme il y a une certaine hétérogénéité dans les matériels, tant dans leur format que dans leur langue, nous devrons repenser leur contenu pour le rendre utilisable et aussi que l'information présentée sur la plateforme soit cohérente. Donc on va autant que possible les traduire, extraire l'information pertinente, les vulgariser, les simplifier. Et les matériels qui seront jugés prêts à l'emploi seront directement disponibles sur la plateforme dans leur version originale. En ce qui concerne la façon de structurer l'information sur la plateforme, chaque grande thématique, par exemple le dépistage néonatal, aura sa page dédiée qui fera 1 à 2 pages en fonction du nombre de matériels collectés. Et il y aura des liens transversaux entre les différentes thématiques pour donner une vue d'ensemble sur comment la génomique impacte notre société, que ce soit dans la sphère médicale, dans la sphère privée, familiale, dans la sphère publique, etc. Et notre plateforme, elle visera plusieurs publics cibles et nous proposons des approches adaptées. Le public cible principal, c'est les patients et les citoyens. On abordera la génomique pour eux à travers le cycle de la vie pour montrer comment les technologies génomiques jalonnent notre parcours de vie de la naissance à la mort. Donc du dépistage néonatal jusqu'au traitement personnalisé en fin de vie. Et puis, il y a le second public cible sont les médiateurs, donc les acteurs intermédiaires, professionnels de la santé, enseignants et associations de patients. Dans la mesure du possible, nous tenterons de leur donner pour chaque thématique des outils pédagogiques, mais une fois, ça dépend des matériels collectés, pour qu'ils puissent, pour les aider à informer et interagir avec leur public cible sur une large diversité de sujets. Donc, pour chaque thématique, on est en train de développer tout ça avec le Work Package Communication, c'est le tout début. On va présenter une approche stratifiée et en fait, on va donc du général au particulier. On va s'inspirer d'une plateforme engagement patient qu'on a développée à Sciensano dans le cadre du projet Jane, où on va de plus en plus loin dans les strates. Donc chaque thématique sera d'abord présentée par un titre accrocheur et puis des visuels, que ce soit des vidéos, des petites BD ou des images en fonction des matériels collectés pour attiser la curiosité et l'intérêt des utilisateurs. Ensuite, il y aura un résumé assez court pour introduire le sujet et faire un peu une liste des questions traitées. Puis le texte principal abordera plus en détail à travers des questions éthiques et sociétales pour nourrir la réflexion, mais aussi des études de cas, des exemples concrets qui ont lieu dans certains pays. On avait déjà fait ça pour une plateforme en ligne dans le débat ADN. Ok. Après, il me reste une slide. Donc voilà. Et puis, pour ceux qui veulent plus d'informations, il y aura des textes un peu plus techniques et surtout les matériels éducatifs et informatifs disponibles. Dernière slide, c'est le lien entre notre plateforme et une autre tâche au sein de B1MG+, qui est développée par d'autres partenaires. Il s'agit en fait d'un modèle qui mesure le niveau de maturité de chaque pays partenaire sur des thématiques spécifiques. Donc, par exemple, le niveau de communication sur la génomique envers la population générale au niveau national. Donc, notre plateforme aidera à soutenir les pays partenaires à améliorer leur niveau de maturité au sein de ce modèle, surtout par exemple concernant la prise de conscience du public en génomique et aussi les interactions avec les associations de patients comme partenaires clés. Voilà, voici l'adresse email, je remettrai après. Et si vous voulez de plus amples informations sur B1MG+, je vous invite à scanner le QR code vers le site web. Voilà, merci. Moi, j'ai une question en fait sur la façon dont vous concevez l'information, parce que il y a quand même des controverses sur ces questions. On a vu qu'on était dans le topo d'avant, dans la question de l'évaluation de l'intérêt d'intervenir dans toute une série de parcours. Voilà. Comment vous faites place dans votre structuration, votre façon de trier l'information, au fait que tout le monde n'est pas d'accord sur ces sujets ? Y compris entre professionnels ou entre patients et le reste de la société, etc. Oui, donc c'est pour ça qu'en fait, on a un working group au sein de ce projet où on discute régulièrement avec les partenaires et on a des échanges par email réguliers avec différents partenaires pour établir des réunions et de discuter de tout ce genre de questions. Évidemment, le type de matériel que l'on va sélectionner, oui, il y aura, même juste par rapport à cette approche, la façon de concevoir l'information sera très, très hétérogène. Et donc, on va aussi discuter avec le working group communication, comment ils pensent que, puisqu'il n'y a finalement pas de bonne réponse pour comment structurer l'information, de voir comment, selon eux, c'est le plus efficace aussi pour atteindre les citoyens et les patients qui sont notre public principal. Et oui, finalement, c'est aussi une question de choix à faire pour développer la plateforme.
Mais nous serons attentifs à discuter avec les partenaires. Par exemple, en fait, on va regrouper aussi des matériels éducatifs de projets européens avec lesquels on a travaillé. Et donc, eux, ils ont une certaine expérience. Enfin, nous aussi, on a de l'expérience là-dedans. Ça fait quand même 7 ans qu'on fait de l'engagement citoyen et patient. Mais évidemment, comme vous avez dit, en fonction d'un pays à l'autre, ça peut changer assez fortement. Mais donc, merci pour votre remarque. On en tiendra certainement compte. Oui, merci. Chloé, est-ce que tu pourrais nous redire comment vous allez apprécier la qualité de l'information qu'il y a dans chacun des documents et notamment éventuellement des liens d'intérêt aussi que telle ou telle structure a pu trouver à développer tel document? Évidemment, on pense à l'alternance publique-privée. Enfin, tu vois, comment vous considérez cette question-là? Donc, l'éventuel conflit d'intérêts, par exemple, ou etc. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore réfléchi à cette question, pour être tout à fait honnête, parce que là, on est en train seulement donc, de collecter les matériels. Donc, en fait, là, pour l'instant, à part les matériels qu'on connaît, ce qu'on est en train de faire, c'est une sorte de screening où on a un document, où on rassemble tout. Et puis ensuite, on va approfondir les documents et donc plus le contenu. Donc, cette question se posera à ce moment-là. Et je n'ai pas de réponse pour l'instant, mais ça fait partie de l'agenda et des choses à faire et à discuter lors des réunions. Mais donc, merci d'insister encore sur ce point. Et si vous avez aussi des suggestions, évidemment, nous sommes tout oui. Oui. J'ai une question, en effet. Je remarque que ce besoin de plateforme, d'information est une grosse demande de la Commission sur tous les projets européens. Donc, il y a beaucoup de plateformes. Est-ce que la centralisation au sein de la plateforme, là on parle beaucoup de l'outil, j'ai l'impression qu'on centralise, on en fait un peu la réponse à l'information citoyenne qui va être hétérogène entre les différents pays sur un sujet où la notion de valeur, de culture, société est très forte, donc difficile à homogénéiser dans un temps imparti pour vous qui est hyper challengeant. Et j'en questionne la pérennité. En fait, l'information des patients et l'accompagnement dans le parcours de soins, elle est au-delà de 3 ans et tellement particulière par pays que j'aurais presque envie que vous utilisiez ce temps pour construire le réseau avec tous ces partenaires dans chaque pays. Se dire l'info est toujours à jour. Et j'ai l'impression qu'on redémarre la roue à chaque projet européen. En fait. C'est frustrant. Alors donc ici en fait justement donc on a eu affaire à cette problématique aussi au cours de nos précédents projets européens, etc. Et donc ici on est en train de négocier avec OnePlusMG pour qu'ils reprennent la plateforme pour que justement, parce que ce n'est pas possible en fait, que ça ne s'arrête pas au bout de 3 ans. Et l'objectif en fait c'est d'alimenter en continu cette plateforme. Parce que c'est ça en fait, c'est que l'information elle est continue et puis c'est beaucoup trop ambitieux pour, pardon, peut-être que vous ne m'entendiez pas, c'est peut-être trop ambitieux pour un timing aussi court et donc l'objectif c'est justement de pouvoir continuer après le projet et évidemment donc c'est pour ça que nous ne sommes pas tout seuls parce que dans une équipe ce n'est pas possible de faire tout ça mais qu'on demande aussi beaucoup l'aide des partenaires etc. Au niveau du réseau pour faire que le réseau soit pérenne et continue à alimenter la plateforme. Nous avons une question d'une personne qui participe en ligne. Des partenaires privés sont-ils inclus pour la traduction, par exemple? Alors, on a discuté de ça lors de la dernière réunion avec le Work Package Communication. Non. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser des outils en ligne, comme il y a l'intelligence artificielle, où il y a DeepL, etc. Et puis aussi, on va demander l'aide des partenaires européens pour extraire l'information. C'est pour ça que l'Excel est plus complet. Mais donc, là, j'ai montré juste les bases pour ne pas vous demander un travail monstre. Mais pour les partenaires, il y a plus d'informations à donner sur les publics cibles, quelle est dans quelle zone la plateforme pourrait rentrer cette information, etc. Puisque, évidemment, on ne sait pas tout traduire. Mais donc, pour le contenu en lui-même, aussi ce qu'on aimerait bien faire, mais tout ça, c'est encore en négociation, c'est donc il y a les traductions automatiques sur les sites web et de voir en fait est-ce qu'on pourrait intégrer, pas parce que par exemple si un jour vous avez bloqué cette traduction, elle va plus être présentée et donc faire en sorte que ce soit intégré dans la plateforme pour que ce soit automatique et surtout pas juste un tout petit onglet qui s'ouvre sur le dessus mais que ça se fasse de façon plus automatique. Et évidemment ce qu'on va essayer de faire c'est d'offrir la plateforme dans quand même un minimum de langues différentes. Je veux dire toute la plateforme, mais tout ça c'est encore en cours de négociation parce qu'effectivement la langue c'est une grande barrière. Et donc, si le but, c'est de le rendre accessible, ça n'a pas de sens si c'est disponible qu'en anglais. Mais donc, tout ça est encore en négociation.
Merci beaucoup. On va s'arrêter là et je vais inviter Marlie Salert, toujours de Sciensano, Bruxelles, pour nous parler des défis éthiques et sociétaux dans le développement d'un génome de référence pan-européen. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Marlise, collègue de Chloé, et moi je veux introduire notre rôle dans un autre projet européen, The Genome of Europe. Pour ça, je veux commencer avec cette photo datant de l'an 2000 et dans le cadre du Human Genome Project, Bill Clinton est le directeur du National Human Genome Research Institute. Il annonce qu'une ébauche de la séquence du génome humain est prête. Et moins qu'un an plus tard, une première analyse de cette séquence provisoire était publiée dans Nature, présentant des résultats tels qu'une estimation du nombre de gènes et de la découverte que les séquences de l'ADN de deux individus humains quelconques sont identiques à plus de 99%. En 2003, le Human Genome Project est officiellement achevé. Et la séquence couvert alors, peut-être je peux retourner un peu, la séquence couvre alors 92% du génome humain, ce qui représente le meilleur résultat possible avec les technologies de séquençage disponibles à l'époque. Mais au fil des années, de nouvelles technologies de séquençage sont devenues disponibles et en 2022, le T2T Consortium annonce avoir séquencé les 8% restants du génome humain, rendant ainsi disponible la toute première séquence complète du génome humain. Le chef du département de l'information génomique au National Human Genome Research Institute a comparé cette réalisation à une nouvelle paire de lunettes qui nous permet enfin de tout voir et aussi de tout mieux comprendre. Et pourtant, ces nouvelles lunettes n'ont pas encore corrigé toute la myopie, je pense. Le génome de référence originel, encore largement utilisé aujourd'hui comme standard, repose sur des données provenant de 20 individus issus de la même région d'Amérique du Nord, plus précisément de Buffalo, New York, et principalement d'origine européenne. Ce génome de référence est donc fondamentalement limité dans sa capacité à capter la diversité humaine et génétique. La composition et la qualité d'un génome de référence influencent fortement l'interprétation des données génétiques. Travailler avec un génome de référence qui ne reflète pas la diversité humaine peut entraîner de nombreuses conséquences, par exemple une fréquence plus élevée de variants de signification inconnue chez les personnes non européennes, une mauvaise classification des variants quant à leur pathogénicité, ou encore l'exclusion de certains participants lors des phases ultérieures d'une étude. Et ce sont souvent les participants issus de populations non européennes, mixtes ou sous-représentées. Tout cela contribue à ce que les promesses de la médecine personnalisée ne puissent être tenues que partiellement ou seulement pour un public restreint. Le projet Le Genome of Europe a été lancé en 2024 pour répondre à ce besoin d'un génome de référence plus représentatif de la diversité humaine. Sur une période de 3 ans et demi, 27 pays collaboreront pour développer un génome de référence pan-européen qui sera représentatif de la diversité génétique engendrée, entre autres, par la migration au sein de la population européenne. Chaque cohorte nationale devra refléter fidèlement la composition génétique de son pays, ce qui permettra ensuite de relier les données nationales pour former un génome de référence européen collectif et aussi inclusif. Le projet vise à séquencer 100 000 génomes avec une attention particulière portée à la collecte de données génomiques auprès des sous-populations européennes. Donc un pangénome, alors que les génomes de référence standard peut être représenté sous la forme d'une ligne, avec les différents gènes représentés par différentes couleurs, par exemple, le pangénome ressemble davantage à un plan de métro un peu. Par endroits, les séquences suivent le même trajet, tandis que d'autres, les séquences issues d'individus différents, suivent des voies divergentes. Ainsi, plusieurs versions de la séquence de génome humain peuvent être représentées simultanément. Le pangénome permet de cartographier non seulement la longueur, donc les 3 milliards de lettres, mais aussi la largeur du génome humain.
Les analyses qui auparavant interprétaient une différence par rapport au génome linéaire comme une variation ou une anomalie pourront désormais aboutir à des interprétations différentes et réduire certains biais grâce à la comparaison avec la pangénome qui intègre déjà de nombreuses variations. Cela signifie aussi que les séquences d'ADN de personnes d'origine non européenne trouveront davantage d'équivalentes dans le génome de référence et seront donc mieux interprétées. Pour ces populations, cela ouvre la voie à des diagnostics plus précis, des traitements plus personnalisés et de meilleurs résultats cliniques en général. Mais rendre la médecine personnalisée accessible à toutes et tous demande toutefois bien plus qu'un élargissement du génome de référence. Une plus grande diversité génétique dans ce génome ne garantit pas automatiquement des avancées scientifiques, humaines ou éthiques. Cela requiert également une prise en compte de contextes historiques, juridiques et sociétal plus larges, ainsi qu'un questionnement des conventions scientifiques sous-jacentes. Il convient par exemple de remettre en question la prétendue neutralité des données scientifiques. Nous devons nous interroger sur la mesure dans laquelle des données, comme des données génomiques, peuvent également être des constructions sociales, reflétant ou même renforçant les inégalités sociales. Le besoin de données plus diversifiées est donc étroitement lié à une réflexion sur les dynamiques historiques où la classification de groupes humains a eu des conséquences politiques et sociales profondes. Par ailleurs, nous devons acquérir une vision claire des objectifs, mais aussi des conséquences potentielles d'un génome de référence plus diversifié. Parmi les risques, citons une focalisation excessive de la diversité génétique qui pourrait conduire à expliquer les inégalités de santé de manière unidimensionnelle, sans prendre en compte les facteurs sociaux et économiques. Cela pourrait déboucher sur des stéréotypes médicaux ou sur du déterminisme génétique. Un autre risque réside dans des interprétations erronées ou pseudo-scientifiques des liens entre génétique et origine pouvant conduire à la stigmatisation et la discrimination. The Genome of Europe entend accorder une attention explicite à ces contextes politiques, juridiques, sociaux et éthiques que pose la création d'un génome de référence plus représentatif. Nous voulons questionner de manière explicite les objectifs, les approches et les implications de ce génome élargi avec une attention portée tant à sa valeur que à sa risque. Notre but est d'éviter que ce projet n'aboutisse à l'effet inverse de ce qu'il vise, soit de contribuer à renforcer plus qu'à réduire les inégalités. Nous mènerons cette réflexion à partir d'analyses de la littérature, mais aussi via un engagement actif des parties prenantes. En outre, nous chercherons à stimuler une réflexion sociétale plus large sur cette thématique, notamment par la création et la diffusion de supports d'information adaptés. Une attention particulière sera portée à l'implication active de personnes d'origine non européenne, de groupes minoritaires et de sous-populations vulnérables. Enfin, notre rôle et aussi le Genome of Europe dans son ensemble sera aligné autant que possible sur d'autres initiatives telles que OnePlusMG, the GDI, the EHDS, B1MG+. Par exemple, les outils d'information que nous développons pour le Genome of Europe seront également intégrés à la plateforme éducative de B1MG+, bien sûr. Donc, pour conclure, j'espère que j'ai montré qu'une nouvelle paire de lunettes ne suffit pas pour mieux voir la réalité. Si de nouvelles lunettes ou de nouvelles technologies de séquençage peuvent affiner notre regard, il est aussi essentiel d'élargir notre champ de vision et de reconnaître la richesse et aussi la diversité de la population humaine. Si nous voulons rendre les connaissances génomiques et la médecine personnalisée réellement accessibles et pertinentes pour tous et toutes, il faut les aborder sous un angle plus nuancé. Le progrès scientifique et médical, tout comme l'inclusivité et l'équité, ne relèvent pas seulement de la technologie, mais aussi et peut-être avant tout de l'éthique. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je répondrai à votre question avec plaisir.
Bonjour Catherine Bourguin, pardon, je ne me suis pas présentée tout à l'heure. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question sur ce que vous entendiez par sous-population européenne. Est-ce que c'était des populations qui étaient, par exemple, je ne sais pas, on penserait en France aux Basques, qui sont une représentation, y compris par la génétique, d'un groupe isolé, ou est-ce que ça inclut aussi des populations d'immigration plus récentes, dont on sait qu'elles sont venues en Europe et qui ne sont pas encore forcément très présentes parmi les populations générales qu'on pourrait échantillonner? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Et est-ce que ça vous va si je réponds en anglais? Ça sera plus correct, je pense. Donc, so I have to switch. This is a super important question on which there's a lot of debate in the Genome of Europe. And as a starting point in the Genome of Europe, there has been a collection, or let's say an interaction with the statistical bureaus of all the countries involved to ask for the, let's say, 40 most common populations in every country. This could be a start to get a better idea of which populations should be included in every national genome and later on in the European genome. But there's a lot of discussion on this, and it's not completely clear how this will support the actual aims and the actual tasks of the Genome of Europe. There's also questions on how origin needs to be defined. Is this your, let's say, self-reported origin? Is this the origin? Is this the country of origin of you, of your grandparents, and so on? So it's a super important question. And to be honest, I think the answers will also be diverse, because some of the data of the Genome of Europe will come from cohorts and databases that already exist. So there, the inclusion criteria cannot be applied anymore. So I think, but this doesn't take, this doesn't save us or shouldn't take away the responsibility to really think about this, and for the data that still need to be collected or included, actively included. I think we should, I think it's one of our major questions to address in our work package on the Genome of Europe. How do we define origin, genetic origin? What's the link between the societal concept of origin and the genomic concept? So it's a super important question for which I have no answer yet. We will do our best to contribute to it as much as possible. And as I said, I also think that the answers will be quite diverse. Thank you. Are you using data that is already generated, or are you going to sequence new genome? And the second question is, how do you handle the difference between the regulations concerning genomic data in the different countries? Mm-hmm. Yeah, thank you. So regarding the first question, it will be a combination of both. They will reuse data that have already been collected for cohorts, but also in clinical contexts, in many different contexts. And there will also be a new, let's say, a collection of new data as well. So it's a combination of both. And I know in some countries the data collection has already been finalized. I guess because they mainly will rely on already existing data, I guess. And for the second question regarding the regulations on genomic data, here in Work Package 3, a lot of, let's say, partners, colleagues of Work Package 3, they work on the legal aspects of the use of genomic data. So they will address the legal part. There's also an, let's say, what we call an National LC Expert Board, to which people can address if they have specific questions on the handling of genomic data in a specific country. I think regarding the handling of genomic data, we will rely a lot on national expertise. So a lot of effort is put in building a very good legal and ethical network for this. Merci beaucoup. On va faire encore une question courte dans la question et dans la réponse, s'il vous plaît. Anne Cambron-Thompson from the
Centre d'épidémiologie et de recherche en santé des populations à Toulouse. En français? Oui, ça va. Ok. Dans quelle mesure, il y a eu beaucoup d'études où on se pose ces questions-là depuis longtemps, mais pas du tout avec les mêmes outils moléculaires d'aujourd'hui. Dans quelle mesure vous envisagez, par des études de littérature ou autres, d'inclure dans vos critères l'expérience en génétique des populations et dans différentes pathologies, et notamment aussi dans le domaine de la transplantation, où il y a eu beaucoup de travaux pour justement inclure les minorités, etc. Donc il y a en fait beaucoup de domaines médicaux ou scientifiques qui s'attaquent aux mêmes questions, et comment vous allez intégrer ça? Yeah, thanks a lot for the question. And I think this is also one of the first things that we should decide on. There are many different projects from which we can learn, and I think so we will of course have a look at the literature for more ethical, conceptual elements that we can integrate in our work, but I think we should definitely look for, let's say, good examples, best practices in other projects. And then I think we should, because as you say now, techniques are very different. So I think we should always return our findings or reflect our findings with the broad consortium of the project to see if this is really in line with their aims and with their goals of the project, to see if it still applies to the current situation. And for this, I think we really need the collaboration of the entire consortium, because you have the use case, there are 6 use cases in the project. It's very important for us to know what the exact aims are, so we know that if best practices or key messages of previous and related projects still apply to the current situation. Yeah. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on arrête donc cette partie sur les communications. Et donc nous avons sélectionné, nous avons donc une pause de 20 minutes